On révise ensemble le chapitre Usages sociaux et politiques du patrimoine en AGGSP terminale bien entendu. On commence d'abord par une petite introduction. Le patrimoine, tu le sais, il peut être matériel ou immatériel, mais il représente dans tous les cas bien plus qu'un simple héritage du passé, parce qu'il va jouer un rôle central dans la construction d'une identité collective. Il va en fait refléter les valeurs et l'histoire d'une société. Mais le patrimoine, et ça aussi tu le sais j'espère, n'est pas figé. Il est l'objet de représentation, d'appropriation, de réinterprétation qui va varier selon les contextes sociaux et politiques. On peut placer ici la définition des termes. Les usages sociaux du patrimoine renvoient à la manière dont les individus, les communautés, les nations l'utilisent pour forger leur mémoire collective, pour renforcer leur cohésion sociale et se réapproprier leur histoire. Les usages politiques du patrimoine concernent plutôt la manière dont les États s'en servent comme un outil de diplomatie, de rayonnement international, mais aussi de légitimation du pouvoir. La problématique de la leçon, comment le patrimoine en tant qu'élément fondateur de l'identité collective est-il à la fois un outil de cohésion sociale, l'aspect social tu vois, et un instrument politique de pouvoir et d'influence sur la scène internationale. On y va pour la première partie, le patrimoine entre mémoire et pouvoir. Et on commence par le jalon 1, réaménager la mémoire, c'est-à-dire les usages de Versailles de l'Empire à nos jours. Alors, de l'Empire à nos jours, ça veut dire grosso modo de 1804 à nos jours. On peut le découper en tranches chronologiques successives. D'abord, Versailles est un symbole très disputé entre 1804 et 1870. Tu le sais, le château de Versailles a incarné le symbole de la monarchie absolue, notamment sous Louis XIV, et il va traverser une période de réinterprétation, en quelque sorte au XIXe siècle. En 1804, Napoléon Ier est sacré empereur, et cela va marquer un retour à une forme de monarchie impériale. Alors, Napoléon est très conscient de la puissance symbolique de Versailles et justement, pour ne pas tomber dans l'Ancien Régime, il va lui préférer le château de Fontainebleau comme résidence impériale. Bon, son projet de remodeler Versailles reste inachevé, interrompu par la chute de l'Empire en 1814. En 1814, on assiste à la restauration monarchique en France, avec notamment le retour au pouvoir de la famille des Bourbons. Et à ce moment-là, Versailles est réinvesti d'une nouvelle signification, celle du retour à la monarchie. Puisque je te rappelle que deux rois se succèdent alors, Louis XVIII qui est le frère de Louis XVI, et puis Charles X. Ils sont donc soucieux de restaurer la grandeur des Bourbons. Ils entreprennent donc d'importants travaux de rénovation à Versailles, notamment visant à effacer les dégradations subies pendant la Révolution. Après ces deux rois, on passe à la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, à partir de 1830. Alors lui, il va se présenter comme un monarque beaucoup plus libéral, beaucoup plus proche des idéaux de la Révolution. Et il n'envisage pas du tout Versailles une seule seconde comme une résidence potentielle. Mais il est beaucoup plus conscient de l'importance mémorielle du lieu. Et il va décider de transformer Versailles en musée de l'histoire de France. Ce musée est inauguré en 1837 et il retrace l'histoire de France de Clovis à Napoléon. Il va glorifier les victoires militaires et puis, comme je te l'ai dit, les grandes figures du passé. Mais cette transformation permet à Versailles de devenir un symbole national et non plus exclusivement lié à la monarchie, mais à l'ensemble de l'histoire du pays. Sous le Second Empire, c'est-à-dire entre 1852 et 1870, Versailles continue d'être entretenu par l'État, mais il n'est toujours pas utilisé comme résidence. Il sert plutôt de cadre prestigieux pour les réceptions officielles. Et là, tu dois retenir un événement très marquant de cette période, c'est l'accueil de la reine anglaise, britannique, Victoria, en 1855, qui symbolise le rapprochement diplomatique entre la France et l'Angleterre. Deuxième période que je voudrais étudier avec toi, c'est après 1870, jusqu'à, on va dire, la fin du 19e siècle. Là, Versailles devient un lieu républicain, mais chargé de politique. Puisqu'en 1871, on assiste à la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces de Versailles. C'est un véritable traumatisme pour les Français, puisque la France vient de perdre la guerre contre la Prusse et c'est bien sûr la volonté de Bismarck, chancelier de la Prusse à ce moment-là, d'humilier la France en utilisant un des symboles de son histoire, donc le château de Versailles. Et donc je te l'ai dit, Versailles devient un symbole politique véritablement républicain. Et en 1871, toujours après les événements de la Commune à Paris, les institutions républicaines s'installent temporairement
à Versailles. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, le Parlement, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que des fois il y a besoin de faire voter les deux ensemble, dans des cas assez exceptionnels, mais se réunit aussi à Versailles, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette période ouverte en 1870 peut aller jusqu'en 1919, avec la signature du traité de Versailles qui met fin à la Première Guerre mondiale et qui se déroule dans la Galerie des Glaces, qui constitue donc un moment de revanche symbolique. Ça vise clairement à effacer l'humiliation ressentie en 1871. Les dernières tranches chronologiques qu'on va aborder sur Versailles, c'est le XXe et le XXIe siècle. Là, on a un symbole plus apaisé de la mémoire nationale, on pourrait dire. D'abord parce que Versailles devient un pôle diplomatique majeur. Le château va s'imposer comme un haut lieu de la diplomatie par l'accueil de nombreux chefs d'État étrangers. D'ailleurs, le général de Gaulle, dans les années 50-60, soucieux de redonner à la France son prestige sur la scène internationale, va faire aménager le Grand Trianon pour recevoir les dignitaires étrangers, fonction qu'il a encore aujourd'hui. Et puis, Versailles devient l'écrin des grands dîners d'État. Le choix de Versailles par le général de Gaulle pour recevoir le président américain John Fitzgerald Kennedy en 1961, ou encore le choix de François Mitterrand pour accueillir le sommet du G7 en France en 1982, illustrent cette volonté d'utiliser le patrimoine national pour affirmer la puissance française. Emmanuel Macron le fera aussi en 2018 en accueillant Vladimir Poutine. Et puis, au-delà de sa dimension politique, Versailles s'affirme au XXe siècle comme un haut lieu culturel majeur. Alors, je te l'ai rappelé, Versailles s'est déjà un musée depuis le XIXe, mais au XXe et au XXIe, il va s'ouvrir davantage au public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il accueille toujours des millions de touristes. Et puis, bien sûr, Versailles continue d'être un centre de préservation du patrimoine, avec la restauration des jardins, la mise en valeur des collections historiques, alors notamment depuis les années 20, où, par exemple, quelqu'un comme John Rockefeller va investir massivement dans la restauration de Versailles. Et puis, Versailles devient également un haut lieu du rayonnement international de la France au XXe et au XXIe siècle. Plusieurs initiatives contribuent à renforcer cette dimension. D'abord, en 1979, l'inscription de Versailles au patrimoine mondial de l'UNESCO consacre en quelque sorte sa valeur universelle, se plaçant parmi les sites les plus visités du monde. Un exemple plus récent de cette stratégie d'ouverture, de rayonnement international de Versailles, c'est l'initiative Choose Friends, lancée en 2018 par le président Emmanuel Macron. C'est un sommet annuel qui se réunit à Versailles et qui réunit des dirigeants d'entreprises internationales et des investisseurs. L'idée, c'est que Versailles, joyau patrimonial, est utilisé pour promouvoir l'attractivité économique du pays. Petit 2, le patrimoine, un outil diplomatique. Bon, je t'en ai déjà parlé pour Versailles, je t'ai parlé de Charles de Gaulle, d'Emmanuel Macron, par exemple, qui vont accueillir les chefs étrangers à Versailles, mais on va élargir un petit peu ces exemples. Un exemple intéressant, c'est le musée du Louvre à Abu Dhabi. Alors là, on a un exemple du patrimoine comme un élément de partenariat culturel ici entre la France et les Émirats arabes unis. Ce musée a été inauguré en 2017 et il met en lumière la capacité de la France à exporter son patrimoine, à l'utiliser comme un élément de soft power. Mais ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est pour ça que je le prends, c'est-à-dire que Abu Dhabi profite aussi du nom prestigieux du Louvre, qui est devenu une marque en quelque sorte, pour elle-même renforcer son rayonnement dans le Golfe Persique et même plus largement à l'échelle par exemple de l'Asie. Donc tu le vois avec cet exemple, et je vais d'ailleurs t'en citer d'autres, que le patrimoine devient un outil de communication qui permet de tisser des liens diplomatiques, économiques. Et notamment, le patrimoine permet d'essayer de nouer de nouveaux partenariats. Et là, l'exemple de la Chine est intéressant. En fait, je vais te donner deux exemples. En novembre 2017, Donald Trump est en visite officielle en Chine, à Pékin, et le président chinois, Xi Jinping, lui fait découvrir la cité interdite. Et là, c'est vraiment intéressant parce que la cité interdite est vraiment un élément du patrimoine qui est gardé jalousement. Or, cette visite se solde par des accords d'un montant de plus de 200 milliards de dollars. Donc bien sûr, la visite de la cité interdite n'explique pas tout, mais la mise en scène, le cérémonial de cette visite ont permis de montrer au président américain la considération que lui portait la Chine et ont sûrement facilité la conclusion d'accords commerciaux. Un autre exemple frappant de cette diplomatie culturelle, c'est la diplomatie du
panda. Alors, c'est un nom un petit peu étrange, mais c'est pour dire que la Chine utilise le panda, véritable symbole national, il faut quand même se rendre compte, dont le territoire naturel n'est qu'en Chine, à la différence d'autres animaux par exemple. Elle va utiliser donc les pandas pour renforcer les partenariats, renforcer la diplomatie. Elle va faire des prêts pour 10 ans de pandas géants dans des grands zoos du monde en montrant des partenariats avec la Chine. Par exemple, en 2012, la Chine prête 2 pandas géants au zoo de Beauval en France. C'est un cadeau diplomatique, tu l'as compris, qui renforce, ou qui vise à renforcer en tout cas les relations franco-chinoises. Et en 2023, la Chine a prolongé le prêt des pandas au zoo de Beauval jusqu'en 2027, ce qui pourrait indiquer que Pékin considère ses relations avec Paris comme étant en meilleur état que celles avec les pays anglo-saxons. Puisque en 2023-24, la Chine a procédé au rapatriement de plusieurs pandas prêtés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce retrait a été perçu comme un signe de tension diplomatique entre ces pays-là et la Chine. D'ailleurs, toujours dans ce cadre-là, en 2019, Moscou a reçu 2 pandas qui doivent rester en Russie pendant plus d'une décennie. En 2, les usages politiques du patrimoine et notamment les conflits de patrimoine. On va commencer dans le petit 1 par le deuxième jalon, donc les frises du Parthénon, depuis le 19e siècle. Alors il y a un conflit autour des frises du Parthénon qui deviennent un enjeu identitaire, un enjeu patrimonial. Il faut revenir un petit peu sur l'histoire pour bien comprendre. Au début du 19e siècle, la Grèce est sous domination ottomane. Et Lord Elgin, un ambassadeur britannique à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, obtient l'autorisation des autorités ottomanes de démonter et de transporter une partie de la frise du Parthénon. Et entre 1801 et 1805, il fait envoyer ces fragments, représentant environ la moitié de la frise, à Londres, où ils sont étudiés par des archéologues et des historiens. Et en 1816, ces fragments, qui commencent à être connus sous le nom des marbres d'Elgin, sont vendus au gouvernement britannique et exposés au British Museum. C'est toujours le cas aujourd'hui. Or, cette acquisition est immédiatement controversée, car bien que Lord Elgin ait obtenu une permission des autorités ottomanes, l'autorité de l'Empire ottoman pour disposer de ce patrimoine est remise en cause. Puisqu'à l'époque, la Grèce n'avait pas encore retrouvé son indépendance, ça sera chose faite en 1830. Et donc, elle ne pouvait pas s'opposer à cette vente. Alors, c'est quoi la frise du Parthénon? Elle a été sculptée au 5e siècle avant notre ère. Elle représente en fait une procession religieuse majeure qui est celle des Panathénées. C'est une fête civique et religieuse dédiée à Athéna, la déesse protectrice de la cité d'Athènes. Or, ces sculptures sont considérées comme l'un des trésors les plus importants de l'art grec antique et par extension de l'histoire de la Grèce elle-même. Et donc, leur présence au British Museum pose la question de l'appropriation culturelle. Donc, dès son indépendance en 1831-32, la Grèce va réclamer la restitution des frises du Parthénon, considérant, tu l'as compris, ces marbres comme une part essentielle de son identité nationale. Et donc, en 1834, la Grèce engage des négociations pour racheter les marbres, mais ces négociations n'aboutissent pas. Et puis, ce bras de fer diplomatique se poursuit ainsi depuis près de 2 siècles. Puisque cette question de la restitution des frises du Parthénon n'a cessé d'empoisonner les relations diplomatiques entre la Grèce et le Royaume-Uni. La polémique est relancée entre les années 60 et les années 80, lorsque la Grèce va réitérer ses demandes. Et il y a un moment très important qu'il faut retenir, c'est en 1983, lorsque Mélina Mercouri, qui est alors ministre de la culture grecque, demande officiellement le retour des marbres Elgin à Athènes devant l'UNESCO. L'argument avancé jusqu'alors par le Royaume-Uni, selon lequel la Grèce ne disposerait pas des infrastructures nécessaires pour conserver et exposer les marbres dans les meilleures conditions, est de plus en plus contesté, et puis cet argument de toute façon perd définitivement de sa force avec l'inauguration en 2009 du musée de l'Acropole à Athènes, un établissement ultra moderne construit spécialement pour abriter les frises du Parthénon. Donc ici, je te résume les arguments en présence parce que ça pourra te servir dans d'autres conflits de patrimoine. Le British Museum, lui, avance plusieurs arguments pour justifier la conservation des frises. Le premier argument, il souligne que l'acquisition des marbres était légale selon les lois de l'époque. Lord Elgin ne l'a pas pillé, il a obtenu l'autorisation des autorités ottomane. Et puis, surtout, le musée met en avant son rôle de gardien du patrimoine mondial. Ici, c'est un argument très important, comme quoi le patrimoine serait un bien public universel.
et que les frises sont mieux préservées et plus accessibles à Londres, du fait du tourisme par exemple, qu'elles ne le seraient à Athènes. Pour la Grèce, les frises du Parthénon sont bien plus qu'un simple trésor artistique, elles représentent l'âme même de la culture hellénique, le symbole de l'héritage antique du pays. Sans compter de toute façon que les autorités grecques considèrent que ces sculptures ont été illégalement prélevées et qu'elles doivent être restituées dans leur lieu d'origine. Bon, les tensions se sont ravivées récemment, notamment en novembre 2023, un incident diplomatique a eu lieu lorsque le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annulé une rencontre prévue avec son homologue grec. Et cette annulation faisait suite à des déclarations du Premier ministre grec dans les médias britanniques où il revenait sur l'affaire des marbres d'Elgin. Bon, cet exemple pose la question de la restitution de différentes œuvres d'art. C'est ce qu'on va voir dans le petit 2. La question des restitutions, un débat mondial. La question de la restitution de biens culturels est un débat mondial qui soulève des enjeux mémoriels, des enjeux identitaires, des enjeux politiques extrêmement complexes. Alors, je vais d'abord te donner quelques exemples concrets de restitution et de revendication. Plusieurs exemples récents illustrent la manière dont la question des restitutions des biens culturels est devenue un enjeu mondial. En 2021, par exemple, la France a restitué au Bénin 26 œuvres d'art, marquant une étape importante dans la reconnaissance du droit des pays africains à récupérer leur patrimoine spolié durant la colonisation. L'Égypte aussi revendique un retour d'une partie de ses trésors. Elle appelle depuis longtemps le retour des pièces maîtresses de son patrimoine, telles que le buste de Néfertiti qui est exposé en Allemagne ou la pierre de Rosette qui est conservée au British Museum au Royaume-Uni. Bon, je t'ai déjà parlé de la restitution d'œuvres d'art au Bénin par la France, mais je voudrais revenir sur un rapport qui a fait grand bruit, c'est le rapport Sarr-Savoy. En 2018, l'économiste sénégalais Felvin Sarr et l'historienne de l'art française Bénédicte Savoy ont rédigé un rapport commandé par le président français Emmanuel Macron, et ce rapport va préconiser la restitution à l'Afrique de son patrimoine culturel acquis durant la colonisation. Le rapport suggère de restituer les œuvres issues des guerres de conquête coloniale, mais aussi celles qui ont été prises sous la forme de ventes inéquitables ou voire de dons forcés. Et je voudrais terminer cette leçon en élargissant à la confrontation de deux visions du patrimoine, puisqu'en fait le débat sur les restitutions oppose souvent ces deux visions, celle de l'universalité et celle de l'ancrage territorial. L'universalité est réclamée par certains musées, comme le British Museum, voire le Louvre aussi, qui défendent l'idée que le patrimoine culturel est un bien universel qui doit être accessible à toute l'humanité. Et ils vont justifier leur refus de restituer les œuvres d'art en affirmant qu'ils les conservent pour le bénéfice de tous. Donc selon cette vision, les musées détiennent une mission de préservation et d'éducation au patrimoine en quelque sorte. Mais d'autres pays, tu l'as compris, vont défendre une toute autre idée du patrimoine. Vont avoir l'idée que ce patrimoine culturel est sûrement universel, ça ils ne le contestent pas, mais qui doit être lié, qui doit rester lié à son territoire d'origine pour comprendre le contexte du patrimoine. Et donc ici, le patrimoine est vu comme un élément constitutif de l'identité nationale et son retour est essentiel pour restaurer l'histoire, la dignité culturelle des nations qui s'estiment spoliées. Et voilà, on a fait le tour de la question sur les usages politiques et sociaux du patrimoine. J'espère que cette leçon a pu t'aider et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.